Allez, ben comme ça laissera un petit peu de temps pour les échanges. Merci à vous d'être présents. On souhaitait prendre le temps et vous proposer cette conférence. Parce que voilà, vous le savez tous et toutes, le contexte est particulièrement difficile pour les structures, avec des difficultés financières qui sont certaines, voire de longue date, pour les services à domicile notamment, mais aussi pour les établissements. De possibles transformations aussi à venir, alors qui sont plus ou moins attendues, plus ou moins souhaitées, plus ou moins contraignantes ou imposées, mais en tout cas il y a également cet élément de contexte. Et puis nous semble-t-il, pour ce qui concerne la DEPA, des professionnels qui continuent de faire face, qui continuent à trouver motivation, et certains qui renoncent, parce qu'il y a aussi cet élément contextuel que nous connaissons. Et comme la DEPA a toujours été soucieuse, et l'est toujours, d'accompagner les directeurs et les directrices au travers d'éléments de formation, mais aussi d'offrir des perspectives pour l'exercice quotidien qui est le vôtre, a pris le temps d'interviewer Dimitri Josvicki. Parfait. Merci Dimitri de cette première validation. Dimitri, que je ne vais vous présenter très rapidement, qui a pris le temps de l'interviewer, et Dimitri nous a fait le plaisir effectivement, par le fait de nos contacts avec la mutuelle Intégrance, représentée par Stéphane Bridel ici aujourd'hui, dans la revue directeur, a pris le temps, mais vous l'avez sur les chaises, de nous accorder une interview avec une collègue aussi qui fait de la natation, parce que la mutuelle Intégrance soutient des sportifs de haut niveau, mais le lapsus est peut-être révélateur, Stéphane. Nous verrons plus tard. Mais encore qu'il faut signaler que pendant la période Covid, c'est aussi comme ça que nous avons eu des contacts avec la mutuelle Intégrance. La mutuelle Intégrance a soutenu les directeurs et les directrices pendant la période difficile. Je ne suis pas plus loin là-dessus. Donc le lapsus n'était pas complètement faux. Mais permettez-moi de vous présenter nos trois intervenants du jour. Donc Stéphane Bridel, directeur général adjoint de la mutuelle Intégrance, directeur général du Fonds Handicap et Société, et président d'Andeo Solutions, entre autres, je dirais, parce que Stéphane est très engagé dans de multiples structures. Je vous donne celle-ci pour le situer. Nous aurons également le plaisir d'entendre Marie Poncet, qui, elle, pour sa part, est directrice générale d'un service d'aide et de soins à domicile, correspondante départementale de la DEPA dans le 69 et administratrice de la DEPA, entre autres, là aussi, je dirais. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui Dimitri Josvicki, ergothérapeute. Exactement. Oui. Mais pas que. Mais pas que, oui. Pas que, parce qu'également, champion de France du 100 mètres, vice-champion d'Europe du 100 mètres, finaliste aux Paralympiques de Tokyo. Oui. Et Paris. À Paris 2024, donc tout récemment, qui nous fait le plaisir... l'honneur et un peu l'exclusivité, parce que je pense que dans le secteur, il n'est pas beaucoup intervenu, et c'est nous qui avons le plaisir de l'accueillir. Merci beaucoup de prendre ce temps-là avec nous pour échanger sur les difficultés que rencontre le secteur, parce qu'à la DEPA, on essaie aussi de trouver des perspectives par des regards un peu pas de côté qui nous semblent pouvoir être inspirants. Donc merci encore à tous trois de vous être prêtés à l'exercice pour échanger donc sur notre thématique, comment on passe des contraintes. Dimitri, vous en connaissez un certain nombre de fait, et vous nous les direz, comment on passe des contraintes, et Marie, je pense que tu sauras nous en dire quelques-unes aussi, vers aussi des possibles qui peuvent s'engager au travers de la mobilisation d'un certain nombre de ressources, mais ça, vous nous le direz bien mieux. Mais avant, je voudrais d'abord commencer par toi, Stéphane. Qu'est-ce qui fait que la mutuelle a souhaité s'engager, soutenir trois jeunes champions paralympiques en course, en 100 mètres, c'est ça, en 100 mètres, 100 mètres, et natation et judo?
Donc d'abord, la mutuelle, elle est née en 1980. Alors c'est une mutuelle un peu spécifique dans le paysage mutualiste parce qu'elle a été créée par le secteur associatif à une époque où les personnes handicapées mentales étaient exclues des compagnies d'assurance. Donc un fonds de solidarité s'est créé, on a créé une mutuelle spécifique. Et donc la toute première démarche d'intégrance, c'était d'accueillir les personnes en situation de handicap mental. Très vite, elle s'est élargie à tout type de handicap. Elle s'est élargie aussi très rapidement au secteur des personnes âgées et à l'ensemble des professionnels du secteur médico-social. Donc c'est une mutuelle un peu militante qui est composée dans son conseil d'administration d'acteurs du secteur du handicap. Elle veut aussi s'élargir au secteur des personnes âgées. Il y a des professionnels, beaucoup de professionnels du secteur médico-social. Et puis elle a aussi, parce que c'est une contrainte qui pèse sur les mutuelles, et elle a des acteurs de l'économie, parce que les mutuelles doivent, pour continuer à vivre, avoir un modèle économique à la fois qui répond au public les plus fragiles, mais en même temps qu'ils puissent dégager des excédents. Donc c'est tout le paradoxe de la survie, en quelque sorte, des mutuelles qui ont de plus en plus de mal, parce qu'il faut, c'est une injonction un peu paradoxale, dégager des excédents tout en répondant aux besoins spécifiques des personnes. Et notamment, notre volonté, nous, c'est de répondre aux besoins spécifiques, particuliers, un peu singuliers des personnes les plus fragiles. Et pour ça, on a créé ce fonds de solidarité et puis on crée des services. Et dans ces services, il y a la prévention et le sport concourt très largement à la prévention parce que derrière le sport, il y a la nutrition, il y a, et on intervient beaucoup aussi sur la santé bucco-dentaire, on intervient sur toutes ces questions-là. Et Dimitri, je parle de Dimitri, mais il y a Agathe et Elios aussi, à travers notre engagement auprès des sportifs. Donc on cherche évidemment à les accompagner pour qu'ils puissent en quelque sorte réussir un peu leur projet de vie. Mais à travers ça, c'est pas la médaille forcément que nous recherchons, c'est leur intervention. Dimitri est aussi un professionnel de santé, il intervient en tant qu'ergothérapeute. Ils interviennent dans les écoles et pour en quelque sorte sensibiliser les enfants au handicap et leur montrer qu'on peut avoir un handicap et réussir tout aussi bien dans la vie. Et c'est ça, ce message de vie qui nous a beaucoup plu chez les trois sportifs. Et c'est pour ça qu'on est à leur côté. Merci pour le soutien. Et Dimitri, alors que vous nous dites en début d'interview qu'en fait vous vous retrouvez coureur de 100 mètres, oui, alors que vous n'avez rien a priori à y faire, 1m65, des difficultés, donc une situation de handicap qui crée des difficultés à la foulée, c'est ça, si j'ai bien compris. Je ne maîtrise pas tous les termes techniques de votre discipline, mais du coup c'est effectivement qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a embarqué là-dedans et amené à vous y consacrer tout de même. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur mon quotidien et j'espère que ça pourra vous donner quelques idées pour réussir à surmonter le vôtre, parce que je pense que même si je suis sportif de haut niveau et que c'est très très spécifique, moi je suis convaincu qu'on fait, vous et moi, la même chose dans des environnements qui sont différents. Les leviers de réussite sont les mêmes, mais c'est l'environnement qui change. Mais concrètement, pour moi, gagner une médaille, c'est pareil que pour vous mener à bien votre mission d'accompagner les personnes âgées. Donc oui, effectivement, moi je suis têtu. Je pense que c'est ça qui m'a mené au sprint. Je crois qu'il y a quelques directeurs et directrices un peu têtus aussi. C'est ça, me semble-t-il. Je suis un peu têtu et puis surtout, donc, pour revenir rapidement sur mon handicap, pour qu'on puisse bien comprendre les contraintes que je vais expliquer, j'ai une tétraparésie, donc, qui est une paralysie partielle des 4 membres, qui fait partie de la famille des paralysies cérébrales. Donc je suis issu d'une grossesse gémellaire avec mon frère jumeau Rémi, qui lui n'a pas de handicap. Et puis j'ai eu en fait une entérocolite nécrosante du nouveau-né. J'ai dû être opéré successivement 5 fois pour pouvoir survivre dans un premier temps. Et puis les différentes opérations en fait ont créé un manque d'oxygène à la naissance, sachant que je suis né à 5 mois et demi pour 800 grammes. Il faut préciser quand même ça. Ça fait partie du lore, on va dire. Et puis j'ai développé cette tétraparésie qui va me contraindre en fait au niveau de la dextérité, de la motricité
au niveau des membres supérieurs, et j'ai voulu être ergo, donc vous voyez et je suis ergo aujourd'hui, et j'ai voulu effectivement être sprinter aussi, donc on a commencé à faire du sport très tôt avec mon frère, on a fait du football. L'état d'esprit nous a pas forcément plu, on s'est orienté vers le rugby qui était le sport familial, et puis avec mon handicap je peux pas recevoir de coups violents derrière la tête, donc vous avez bien suivi avec la dernière Coupe du Monde que c'est pas le meilleur sport pour ça, et donc on s'est mis à l'athlétisme par la suite avec Rémi suite au championnat d'Europe où Christophe Lemaitre performe, fait un triplé en or je crois, et puis on se reconnaît assez facilement en lui. Alors je fais pas 1m90, je cours pas le 100 mètres aussi vite que lui, mais pour autant je me reconnais dans le personnage et dans l'abnégation de la personne, et puis on se met à l'athlétisme, et puis je découvre le para-athlétisme un peu plus tard. Donc ça c'est en 2010, et en 2016 je découvre le para-athlétisme parce que j'avais tout simplement pas conscience que le handicap que je viens de vous expliquer me permettait de participer en paralympique, et donc ce handicap va me contraindre au niveau des membres inférieurs en termes de motricité. Dimitri, pour que chacun, parce qu'on reçoit évidemment des messages en direct, c'est mieux comme ça, que chacun puisse bien profiter il n'y a pas de souci. Donc je disais effectivement que j'ai des soucis de motricité au niveau des membres inférieurs causés par la spasticité, donc c'est mes muscles qui se contractent de façon volontaire, je leur demande une extension, ils font une flexion, je vais me crisper assez facilement, je vais avoir du mal à me relâcher, ce qui est primordial dans le sprint. Cette spasticité elle va me contraindre dans la taille de mes foulées, donc dans l'amplitude, et quand on sait que la vitesse dans un sprint c'est le rapport amplitude-fréquence, et j'ai un des facteurs pour moi qui est foutu, et en plus je fais 1m65, donc j'aurai jamais la foulée du Usain Bolt. Pour autant, est-ce que ça veut dire que je pourrais jamais courir vite? En tout cas moi j'ai pris le pari que si. Aujourd'hui je fais le 100 mètres en 10 secondes 99, donc je voulais juger de si c'est vite ou pas. Sur un 100 mètres ça représente 34 km/h de moyenne et une pointe de vitesse à 39, atteinte environ aux 40 mètres. Donc chacun fera les essais dans son jardin ce soir. Donc têtu, ouais. De toute évidence. Et Marie peut-être l'est aussi un peu têtue. Est-ce que... Mais effectivement des éléments de contraintes externes, des éléments de contraintes externes fortes. Et donc, oui, Marie, j'imagine que tu dois te reconnaître un peu dedans aussi, peut-être. Sur le côté têtu, je te laisse dire, mais en tout cas, sur le côté, il y a des contraintes externes qui s'imposent à moi, quoi. Oui, du coup, qu'est-ce qui fait sens quand on travaille dans l'aide à domicile? C'est quand même une question centrale pour tous. Et c'est vrai que s'il y a bien un mot qu'on a vu hier lors de la journée des correspondants de l'ADEPA, c'est le mot militantisme. S'il y a bien une chose qui nous lie les uns les autres, les directeurs, parce qu'hier c'était l'association des directeurs pour personnes âgées, donc c'était une réunion entre directeurs engagés, militants, qui ont comme force commune le fait de vouloir mettre du sens dans leur travail et avoir des convictions, notamment des convictions éthiques qu'on essaye de porter. Et ce qu'on essaye aussi de faire pousser dans nos services, c'est le fait de donner aussi envie aux personnes de rester. Ils sont peut-être venus dans notre service, dans notre association par hasard, ils ont vu la lumière, ils sont rentrés. Moi, je travaille dans l'associatif. C'est vrai que pour la plupart de ceux qui sont venus dans notre association, c'était pas parce qu'on était une association. Mais je vais essayer, c'est ça le challenge pour moi, c'est de les faire rester pour leur donner ce petit truc en plus qui font qu'ils vont se retrouver peut-être ici par hasard, mais ils vont y rester après pour des partages de valeurs, de convictions. Enfin, j'aime beaucoup... vu qu'on est spécialisé dans l'accompagnement des personnes malades d'Alzheimer, les Québécois, Carpe Diem, qui parlent du casque. Alors, le casque, pour se protéger, nous, c'est cohérence, authenticité, souplesse et constance, quoi. Et c'est ce qu'on va rechercher dans le personnel. Alors, moi, j'aime bien faire des mises en situation à l'embauche ou au-delà des diplômes, parce que les diplômes, bien sûr, c'est nécessaire, mais après, tout ce qui va être transversal et qui va faire l'esprit du service, qu'on va après retravailler de façon participative lors des projets de service, etc. C'est finalement la façon de réfléchir, la posture qui fait qu'on a gagné quand des salariés disent nous, ce qui n'est pas toujours simple,
ils disent souvent oui, vous service. Je dis non, nous, on est dans le même bateau, quoi. Et donc, on a gagné quand on en est là. D'un collectif aussi, parce que moi j'entends que voilà, ce militantisme, cet engagement, ce côté têtu, il y a quelque chose du ressort interne pour arriver effectivement à aller loin. Et très haut dans les performances qui sont les vôtres, Dimitri. Je retrouve l'idée du militantisme, de l'engagement. Vous le dites à un moment donné dans l'interview, je dois me recentrer sur l'essentiel. Tout à fait. Pour y arriver, malgré toutes les difficultés, c'est aussi parce que un des ressorts de réussite, c'est que j'arrive à me centrer sur l'essentiel. Tout à fait. La première chose pour laquelle on doit faire les choses au quotidien, tous les jours, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu de la vie privée, dans le milieu sportif ou ailleurs, c'est parce que ça nous plaît déjà. Faut pas oublier le sens de ce qu'on fait. Quel sens on met sur les actions qu'on fait au quotidien. Alors vous savez, moi, mon métier pendant ces 4 dernières années, ça a été de gagner 1 centime de seconde par mois. Ça n'a pas de sens, comme ça, humainement parlant. Pareil, je vis à Lille. Je m'entraîne tous les dimanches matins en hiver dans les côtes à Tourcoing. Donc je sais que j'y vais pour vomir, quoi. Il est 8h du matin, il neige, il fait froid, personne n'a envie d'y aller. J'y vais pour gagner 1 centième de seconde, donc là je perds encore plus de sens. Et en fait le sens que je mets à tout ça, c'est aussi le fait déjà d'aller gagner ma médaille, parce que c'est important pour moi, parce qu'elle, non seulement pour l'ego déjà, et surtout parce qu'elle symbolise énormément de choses sur le combat que je mène sur et en dehors des pistes, parce que le sens que je mets à tout ça, moi, c'est de pouvoir être devant vous, de pouvoir échanger, de pouvoir aller dans les écoles, sensibiliser des gamins, pour leur dire que on peut partir de plus loin et on peut arriver au même point que les autres, voire plus loin, que le travail il finit toujours par dépasser le talent, et que si on travaille et qu'on a un peu de talent, et pour peu qu'on croit en ce qu'on fait, on peut arriver à de grandes choses. Donc la première chose effectivement qui est super importante, c'est la quête de sens, et c'est croire en ce qu'on fait. Et c'est l'idée du militantisme, c'est de croire en l'idée qu'on porte, parce que le dire c'est une chose, mais l'incarner ça c'en est une autre. Et l'incarnation, alors effectivement des fois l'environnement économique, humain, il peut être compliqué, mais rien ne nous empêche, pour moi c'est pas des freins ultimes sur le fait d'incarner un projet, justement. Ouais, quand on a effectivement un sens profond et qu'il y a quelque chose de plus qui nous porte. Il faut que ça vous anime. C'est le cas de plein de gens. Il y a plein de gens qui travaillent pour 5 ou 6 euros sur le compte en banque à la fin du mois et qui sont pas heureux dans leur vie parce qu'ils font quelque chose qui leur plaît pas forcément. Alors oui, peut-être que parfois c'est plus compliqué, parfois on serre les dents, on serre la ceinture, etc. Mais ce qui compte, c'est aussi de faire des choses auxquelles on croit. Je pense que c'est hyper important, même pour la santé mentale en fait de chaque individu, et encore plus dans des métiers qui sont les nôtres. Moi je suis ergothérapeute aujourd'hui, j'accompagne des personnes, donc ça veut dire que faut que je croie en mon métier et que j'aime le faire, parce que c'est pas comme si j'allais sur une chaîne de production chez Renault et que je m'en fiche qu'il y ait 54 phares ou 60 qui soient sortis à la journée, je rentre chez moi, je dépointe. C'est pareil, là quand je rentre chez moi, le patient que j'accompagne, il a peut-être encore besoin de moi, il continue d'avoir ses difficultés, donc c'est important de pouvoir y répondre et de s'unir les uns les autres, parce que quand on est professionnel dans le médical et le paramédical, alors j'espère aujourd'hui que c'est un usage, mais normalement on est censé travailler en pluridisciplinarité, et c'est important de se dire qu'on le fait dans l'intérêt d'une personne, dans l'intérêt de gens. Et pour moi c'est hyper important de croire en ça quand on participe à ces métiers-là. Et alors Marie, je sais que pour la structure que tu diriges, vous envisagez notamment de travailler au développement de la démarche citoyennage, etc. Est-ce que ça c'est un élément, vous le faites parce que précisément c'est un élément qui peut répondre pour une structure personnes âgées à cette recherche de comment on revient vers l'essentiel, de comment on garde du sens à l'exercice et on est dans quelque chose d'un peu différent, peut-être d'autres expériences aussi. Alors je vais revenir après sur citoyennage, mais c'est vrai que notre axe stratégique, en fait, dans l'association que je dirige, c'était déjà de partir du constat qu'on peut pas être bon partout. Enfin, il faut du coup se spécialiser. Enfin, nous, on s'est spécialisé dans le secteur des personnes adultes vulnérables. Et vous avez vu l'effort. Je fais attention aux mots que j'utilise. Voilà, on dit plus personne âgée, on essaye. Mais c'est vrai que sur ce, je suis psychologue de formation, donc j'ai l'habitude de faire attention aux mots. On dit plus prise en charge, on dit plus maintien à domicile, et ça c'est très bien de faire attention aux mots qu'on utilise. Bref, la sectorisation, je pense que c'est important parce qu'on peut pas avoir aussi, on peut pas former notre personnel à tout. Donc il faut qu'on soit bon dans ce qu'on fait. Les partenariats, c'est pareil. On
on peut pas avoir des partenaires sur tous les champs d'intervention, les domaines. Donc c'est important pour moi d'avoir une zone géographique très limitée, avoir un public cible bien limité. Voilà, ça aussi, ça participe à mettre du sens. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur citoyennage, alors c'est vrai que j'ai été emballée par cette démarche, enfin, cette association qui consiste à donner la parole aux personnes adultes vulnérables, que ce soit des personnes qui vivent en établissement, à domicile, et qu'on arrête finalement ce qu'on fait depuis toujours, hein, c'est de parler à leur place. Alors nous, d'autant plus à domicile qu'on n'a pas de CVS, donc si on veut faire remonter la parole de ces personnes, les valoriser, ben, on a tout intérêt à innover dans notre façon de les inclure dans cette démarche participative qui concerne à la fois le personnel, mais aussi à la fois les personnes qu'on accompagne pour qu'elles soient bien, que ce ne soit pas que des mots au cœur de notre accompagnement, hein, et qu'on arrête, comme on le fait souvent, et que je vois encore malheureusement beaucoup, c'est-à-dire des projets, que ce soit des projets de services, voire ce qu'on appelle là, les projets d'accompagnement personnalisé, où on a le chic, hein, quand même pour beaucoup, souvent parler des personnes, mais pas toujours en les incluant. Alors que bien sûr, quand on fait le projet d'une personne, la première chose qu'on devrait se dire, c'est mais enfin, pourquoi elle n'est pas là, hein? Et il y a encore malheureusement beaucoup d'endroits où on ne se rend pas compte, parce qu'on a le nez dans le guidon, certes qu'on parle beaucoup, qu'on se préoccupe beaucoup, mais qu'on ne les inclut pas assez, hein, dans ce qui les concerne directement. Donc c'est une démarche vraiment à valoriser et qui n'est pas encore suffisamment représentée à domicile. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut que je crois qu'il y a des directrices qui y travaillent. Tout à fait. Mais le fait d'avoir le nez dans le guidon, effectivement, de se faire entraîner par le quotidien, etc., je pense que c'est un des éléments que beaucoup d'entre vous connaissent. Moi, ça me fait penser à ce que vous évoquiez, Dimitri, d'un des éléments, une autre ressource que vous mobilisiez, c'était la stratégie des micro-objectifs, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Alors, pour la petite histoire, après les Jeux de Tokyo, où je termine 4e, je bats mon record en série, je rentre en France, moi je suis sur le toit du monde, je suis content, je suis meilleur du monde, et vamos pour Paris, je vais gagner ma médaille. Et puis 2 semaines après ça, je me fais stopper par une occlusion intestinale sévère, donc je finis à l'hôpital, sur le billard, la parotomie, on résecte 30 cm d'intestin, et on referme, et on se dit... On espère que ça va passer, et surtout on me dit le sport de haut niveau c'est terminé, là tu as subi quelque chose de beaucoup trop grave et le corps ne supportera pas, maintenant il faut lever le pied. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi le sport de haut niveau j'en ai un peu rien à faire, j'ai mal au ventre, je veux marcher, manger, boire, et je veux juste retrouver l'essentiel en fait, de choses qu'on prend pour acquis en fait dans la vie quotidienne, mais qui quand on les perd, on se rend vite compte que c'est pas si acquis que ça justement. Vous étiez prêt à arrêter ? Alors sur le coup, je pensais pas à ça, je pensais surtout à ma survie. Et puis, vous commencez à me connaître, je suis têtu. Et donc, quand j'étais quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je me suis dit, si jamais un jour j'ai l'objectif de continuer de gagner, enfin j'ai encore cet objectif de gagner cette médaille à Paris, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour y arriver ? Il est évident que dans mon lit d'hôpital à ce moment-là, je peux pas me dire décemment que je vais gagner dans 3 ans une médaille dans un sport où il faut être le plus rapide du monde tous les 4 ans à 18h30 pendant 11 secondes. Enfin, c'est juste improbable à ce moment-là. C'est beaucoup trop loin comme objectif. Pour autant, c'est pas inatteignable, mais c'est un peu comme si vous mettiez au pied de l'Everest et que vous avez jamais fait d'alpinisme. Où il y a de grandes chances que vous arriviez le camp 1, camp 2 peut-être, puis après vous avez le nez dans le guidon, vous relevez la tête, vous savez plus où vous êtes, et là c'est fini, hein. Vous atteindrez pas le sommet, vous allez vous perdre, et c'est peut-être même super dangereux. Donc en fait j'ai commencé à mettre en place des micro-objectifs. Je me suis dit, ce que je peux pas faire avec mes jambes, je vais déjà le faire avec ma tête. Et donc... je me suis dit, alors les micro-objectifs, ils étaient d'abord quotidiens. C'était de se dire, demain j'arrête les médicaments, déjà les antidouleurs. Donc ça, c'était 2 jours après l'opération, parce que ça me met dans le coltard, je peux pas réfléchir, je suis pas bien, donc j'arrête les médicaments. On m'a dit, vous allez déguster, j'ai dit, c'est pas grave, je préfère être en meilleure santé mentale et avoir mal physiquement que l'inverse. Et donc j'ai commencé à me dire, le surlendemain, j'aiderai les aides-soignantes à faire mes transferts, et puis après je les ferai tout seul, et ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ça, pendant 10 jours, jusqu'à sortir de l'hôpital. Et puis mes objectifs sont devenus de plus en plus lointains. Donc c'est micro-objectifs, et donc ils m'ont amené à reprendre le sport 1 mois après l'opération peut-être. En tout cas, alors là ça a été compliqué
parce que je me suis confronté aussi à la réalité. Il y a ce qu'on pense être capable de faire et ce qu'on peut faire. 2 semaines avant, enfin 1 mois avant plutôt au jeu, je soulevais 90 kilos développé couché, je faisais le malin avec les copains, c'était bien. Et puis là, j'arrivais. Vous testerez ce soir pour voir ce que ça représente. Hein. Et là, j'arrivais pas à tirer un élastique que j'avais relié par un manche à balai de résistance de 10 kilos. Là, je me suis dit, mon Dieu, ma médaille à Paris, elle est tellement loin. Et j'ai repris en fait la course à pied. J'ai repris la course à pied 2 semaines plus tard après ça. Donc j'ai repris la course à pied en octobre, là où on m'a dit que je reprendrais potentiellement en janvier. Et puis ensuite je reprends le sprint en janvier, là où on m'a dit que je reprendrais peut-être en juin. Et au mois de mai, je bats mon record. Et je me qualifie pour les championnats du monde à Paris et je bats mes records depuis ce jour-là. Et avant la conférence, vous nous faisiez une petite confidence sur l'approche de 100 mètres de la finale de Paris. Oui. Vous étiez pas au mieux. Oui, justement. Est-ce que là aussi, vous avez mobilisé cette technique-là ? Oui, tout à fait. Alors en fait, cette notion de micro-objectif, elle va permettre plusieurs choses. Dans un premier temps, comme vous l'avez compris, elle va permettre de segmenter en fait un gros objectif, un objectif qui peut être commun dans le cadre d'une association, dans le cadre d'une entreprise, etc. Et parfois, il y a une perte de sens qui se fait entre le démarrage et l'arrivée du projet, parce que parfois ça se fait sur 1, 2 ans, 3 ans. Et en fait, la seule chose qu'on attend, c'est la fin du projet pour savoir si on peut célébrer ou être déçu. Alors qu'en fait, cette notion de micro-objectif, déjà, elle va permettre de fixer des paliers et de réinterroger le projet en permanence. Donc ça n'interdit pas de le revoir à la hausse ou à la baisse dans un premier temps. Ensuite, ça va permettre de fêter les petites victoires. En France, c'est français, hein, mais on a tendance à, quand on réussit quelque chose, on va vous regarder, on va dire bah ouais, mais t'es payé pour. Voilà. Souvent c'est ça. Hein. Bah oui, t'es peut-être payé pour, mais t'as fait des efforts pour y arriver, t'as mis en place des choses pour y arriver, des techniques, et c'est important de savoir les reproduire si jamais on veut des réussites futures. Donc ça permet de segmenter le projet par palier, de redescendre d'un palier si on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon, et puis choisir une autre voie. Et puis ça permet de se protéger de la réussite et ou de l'échec du projet. De la réussite, pourquoi ? Parce qu'on va se dire, bah, j'ai visé peut-être un peu trop bas, on peut peut-être viser un peu plus haut la prochaine fois. Et de l'échec, pourquoi ? Parce qu'on se dit que si on arrive à 7800 mètres de l'Everest, c'est quand même pas si mal comme perf. Hein. Et donc de se dire le prochain objectif, je pars pas de zéro, je pars pas de mes 0 mètres, je vais partir du palier que je maîtrise, et donc ça va permettre de encore mieux ajuster l'objectif. Et tout ça, ça amène aussi à favoriser la communication entre les équipes, parce que souvent, dans les grosses organisations, il y a ce que les gens c'est segmenté comme ça, il y a les têtes pensantes, puis il y a les exécutants en bas, et souvent c'est très descendant, et du coup on a une perte de sens qui se fait en haut et en bas parce qu'on se comprend pas, parce qu'on parle pas le même langage, pour autant on a la même mission, on a le même objectif. Donc ça c'est quand même dommage. Et donc la communication c'est pas uniquement savoir dire et entendre les choses. Il y a un contexte, il y a la façon de dire les choses, il y a à qui on le dit, il y a pourquoi on le dit, et il y a la façon de le dire, il y a toutes ces choses-là. Un exemple tout bête, 2019, je reviens d'une blessure, d'une fracture au pied où encore une fois on m'avait dit que ma carrière serait terminée. Moi je suis content, j'arrive au championnat du monde, je fais finaliste, je bats mon record. Je termine 6e, sauf qu'à ce moment-là, c'est les 4 premiers qui sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo. Donc là, le staff, il n'est pas content parce que il n'a pas son quota. Pour autant, moi, je suis ultra content parce que je viens de battre mon record en finale. Que je sois dernier ou premier, je suis à ma place. Hein, je bats mon record en finale, là où je suis attendu. Voilà. Et en fait, on n'a pas discuté sur nos objectifs. L'objectif de la Fédé, c'était d'emmener des gens dans le top 4. Et puis, le mien, c'était de faire une finale. Et moi j'avais des raisons d'être content, puis la Fédé ils avaient raison de pas être contents parce qu'on avait tous les deux l'un n'avait pas atteint son objectif, l'autre aussi, mais on n'en a pas parlé, on n'a pas communiqué. Et donc le staff arrive le soir à l'hôtel et vient me poser une main sur l'épaule, il me dit ça va Dimitri, t'es content quand même? Et le quand même il m'a détruit. Le quand même je me suis dit mais moi je pleure, je sue, je saigne à l'entraînement tous les jours, je vomis pour un quand même. Ça me coûte de l'argent, ça me prend du temps, ça me coûte physiquement de le faire. Et ma récompense, c'est une tape à l'épaule. Et la personne qui m'a dit ça, elle pensait me réconforter parce qu'elle pensait qu'on était dans le même objectif. En fait, non. Et en fait, alors que c'est une personne qui m'affectionne et que j'affectionne aussi. Il n'y avait pas d'intention de faire du mal. Donc vous voyez que la communication, c'est super importante. Donc cette notion de micro-objectif, elle permet de le faire. Elle permet aussi, pour finir là-dessus, de recentraliser un petit peu les compétences de chacun au sein de l'objectif. C'est pas grave de se dire que à un moment donné on est limité en termes de compétences. Vous savez, moi je suis athlète, mon truc c'est de courir vite. Hein. Je suis pas préparateur physique, je suis pas préparateur mental, je suis pas coach d'athlétisme. Sans mon coach, moi je suis rien. Sans mon préparateur physique, mon coach il peut pas mettre correctement en place son plan d'entraînement. Sans ma fédération, je peux pas représenter mon pays, je peux pas concourir. Sans ma préparatrice mentale, je pense que je deviens complètement fou. Et donc c'est important en fait de se dire, à un moment donné, il faut que j'aille chercher les compétences
compétences là où elles sont. Et c'est pas grave si nos compétences elles se chevauchent un peu, parce que et encore plus dans le milieu médical et paramédical, il faut pas oublier qu'au centre de tout ça, il y a une personne qui a besoin de nous, qui a besoin de ces compétences-là. Et donc c'est important de communiquer dessus, d'en parler, et ça permet de mieux atteindre ses objectifs, je pense. Et dernier élément, et après je boucle, c'est de se concentrer uniquement sur les éléments qu'on maîtrise. Alors ça paraît ultra compliqué, moi aussi quand je suis dans ma voiture des fois je maîtrise pas le conducteur en face et il m'énerve, mais c'est comme ça. Mais dans la vie quotidienne, dans ce qu'on fait au boulot ou moi sur la piste, c'est de se dire demain si je dois me qualifier au championnat du monde ou aux Jeux de Los Angeles et pour ça il faut que je fasse un minima, si je fais le tour du monde pour aller faire mon minima et que le jour où j'arrive il pleut, il vente et en plus j'ai le vent de face, je sais déjà que mon minima il est foutu. Enfin, il y a de grandes chances qu'il soit foutu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'avion et puis je fais rien? Ou est-ce que je décide aussi d'y aller et de me dire, ok, alors qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, même si c'est la crise, même si ça va être compliqué, je peux déjà me concentrer sur ce que je maîtrise, sur ce que je sais faire, et je vais me dire aujourd'hui je vais me concentrer sur la phase de poussée. Est-ce que c'est ça l'idée d'user de stratégie de contournement que vous évoquez aussi? C'est ça en fait. Que ça participe de ça. Ça participe de ça. Voilà, là c'est bloquant, je vais essayer d'être proactif en ce sens, je vais essayer de trouver une voie de contournement, etc. Il y a des fois en fait on a le nez dans le mur, donc en fait on n'a pas le choix, soit on agit, soit on décide de freiner un petit peu pour limiter les dégâts, ou alors on peut essayer de contourner le mur. Moi, la seule chose que je peux faire quand il pleut et qu'il vente, la seule chose que je peux faire, c'est me concentrer sur ce que j'ai fait à l'entraînement et prendre un kawaii dans mon sac. Ça, c'est mes compétences à moi. C'est tout ce que j'ai. Le vent, je le maîtrise pas, le public, je le maîtrise pas, mes adversaires, je les maîtrise pas. Pour autant, ils sont là. Je suis pas dans le déni de tout ça parce que ça fait partie de l'environnement dans lequel je pratique. Donc, le contexte économique, géopolitique, il faut en prendre conscience, mais il faut pas que ça nous bouffe. Parce que si ça me bouffe, moi, je vais pas courir en fait. Ça sert à rien, j'arrête tout. Donc, c'est important de rester convaincu, de se dire, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la phase de poussée. Et puis peut-être que je serai surpris. Peut-être qu'en me concentrant sur la phase de poussée, je vais débloquer quelque chose qui, dans la prochaine course au minima, pour le coup, va m'aider encore plus. Donc, c'est important de trouver des stratégies de contournement et pour ça de s'appuyer sur les gens qui nous entourent, sur nos collègues, etc. On n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé d'aller manger une raclette ensemble, c'est pas grave. Par contre, on a un objectif qui est commun. Et d'ailleurs, on parlait justement d'objectifs communs, mais la notion de micro-objectif, elle permet aussi aux gens de se trouver des objectifs perso dans un objectif commun. Parce que rien ne nous empêche de faire un petit embranchement pour avoir un projet de parentalité, avoir un projet de formation, de monter en compétences, etc. Donc, Marie, ça c'est quelque chose que tu retrouves dans ton exercice, l'idée des micro-objectifs. Et puis, je retiens l'idée des célébrations aussi. Et c'est important. C'est important de savoir pourquoi on a réussi. Alors c'est important de continuer d'analyser l'échec et de se le dire. Et d'en être satisfait, effectivement. Tout à fait. On n'a peut-être pas gravi l'entièreté de l'Himalaya, mais ce qu'on a fait, c'est déjà chouette. Puis ça permet de se remotiver pour la suite de l'objectif. Parce qu'en fait, si je célèbre pas ces petites victoires, là je suis 5e à Paris, j'ai travaillé 4 ans pour rien et je suis en déprime. Mais en fait, c'est pas que ça. Oui, je suis 5e à Paris, c'était pas l'objectif. Pour autant, j'ai fait un chemin jusqu'à Paris qui fait que je peux être fier de ce que j'ai accompli et je suis pas nécessairement. Et d'arriver tout de même en finale, quoi. Et d'arriver en finale et puis de me remettre en question. Je me dis, je fais 11-13 en finale, par exemple. 11-13 dans n'importe quelle finale de n'importe quel championnat de ma catégorie, ça m'aurait mis sur le podium. Pas là. Accessoirement, de finalistes de français en finale, il y en avait combien? Pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça. C'est pas déjà la qualification au jeu, elle est drastique. Oui. Et ensuite, une fois que vous êtes au jeu, il faut aller en finale. Et une fois que vous êtes en finale, il faut battre 7 autres personnes. Donc, il faut pas être fait maths pour comprendre qu'en athlétisme, on a quand même beaucoup plus souvent des chances de perdre que de gagner. Encore plus quand il y a des Américains dans le lot, des Américains, des Russes, des Chinois, etc. Ça, si on élimine les Américains et les Chinois. Oui, mais c'est important aussi de rationaliser le milieu dans lequel je le fais. Je sais que je le fais pas dans le même milieu que les Américains. Je sais que mon sport, il est pas professionnel. Moi, je suis pas salarié de ma fédération et c'est pour ça que c'est important d'avoir des partenaires qui nous suivent aussi parce que sans ça, c'est pas mon salaire d'ergo qui va payer mon voyage à Dubaï pour aller faire mes minima, vous vous doutez bien. Donc, parce qu'il faut que je mange, il faut que je me nourrisse et donc les partenaires m'aident aussi à financer cette saison. Effectivement, par la suite sur l'importance de trouver des partenaires qui sont qui s'engagent sur le long cours, etc. Et avant ça, Marie, la question des micro-objectifs, est-ce que c'est quelque chose que tu utilises ou tu penses qu'il peut y avoir une utilité? Oui, déjà, la question des micro-objectifs, si tu le mets en lien avec ce que tu disais sur les stratégies de contournement, moi, la première chose
qui me saute aux yeux, c'est que Dimitri, il est ergo, quoi. Hein, et moi, ça me fait tout de suite penser à ton métier. Enfin, les stratégies de contournement, ce sont les stratégies de compensation qu'on fait justement pour valoriser. Alors nous, dans notre travail, l'autonomie décisionnelle, l'autonomie fonctionnelle. Enfin, c'est tout ce qui fait la richesse finalement de ce métier. C'est peut-être pas par hasard que tu l'as choisi. Enfin, oui, c'est favoriser l'autodétermination des gens. Tu le disais tout à l'heure. Pour moi, c'est inconcevable de créer un projet de vie sans la personne concernée. Enfin, c'est qu'elle soit en situation de handicap lourd ou pas, hein, d'ailleurs. Ce qui rejoint complètement, là, pour le coup, l'engagement de la mutuelle intégrante, si je ne me trompe pas. Ah bah vous l'avez très bien dit tout à l'heure, hein, on ne peut pas faire sans la personne. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que vous avez dit aussi, c'est que vous êtes militant. C'est-à-dire vous n'êtes pas simplement de gestionnaire. Et ça, c'est important de redonner du sens. Et tout à l'heure, tu parlais, Romain, des partenariats, mais les partenariats, on les fait tous. Nous, on est partenaire de Dimitri, mais la mutuelle, elle a besoin de partenaires aussi. On peut pas faire seul et on fait pas bien seul les choses. On est partenaire pour construire des programmes de prévention, de nutrition, d'éducation à la santé, de prévention. Enfin, on a besoin de partenariats. Et si on était seul, on serait mauvais. Et faire à la place à des personnes, c'est aussi créer, par exemple, des mauvaises garanties. Comment créer une bonne garantie qui répond au mieux aux besoins de la personne adulte vulnérable? Eh bien, c'est les associer, c'est créer avec eux d'abord des expérimentations. Hein. Nous. Quand on crée une garantie, eh ben on fait un espèce de pilotage pendant plusieurs mois où les personnes testent. Parce que s'il n'y a pas des tests au préalable, eh bien forcément on ne répondra pas positivement aux besoins de la personne. Et accompagner Dimitri, comme on a accompagné Agathe ou Elios, qui sont trois profils totalement différents, ça donne du sens aussi à la mutuelle, ça donne du sens aussi aux salariés. Les salariés qui sont alors des techniciens, mais qui sont aussi des militants. Et on se retrouve sur les mêmes valeurs, c'est-à-dire que des salariés soient en même temps des militants, ça donne un supplément d'âme à l'entreprise et ça lui permet d'avancer. Puisqu'on commence à évoquer les questions d'engagement effectivement collectif, de nécessité de ressources externes, etc. Effectivement, dans l'interview que vous donniez, Dimitri, moi je retrouvais à la fois cette idée pour arriver à garder motivation, à aller loin sur un chemin, etc. Il y a besoin de ressorts internes que vous avez les uns et les autres évoqués, mais il y a aussi besoin effectivement du collectif que vous commencez les uns et les autres à soulever. Puisque tu as la parole, Stéphane, moi je me demandais ce qui fait que la mutuelle et un partenaire peut se dire voilà, je vais m'engager dans un partenariat long. Quels sont les critères qui font que un partenaire peut avoir envie de s'engager aux côtés d'intervenants, de professionnels, Dimitri dans sa discipline, Marie comme directrice de structure, etc. Alors d'abord, moi je crois... Alors, dans une situation quand même de réflexion des budgets, des budgets notamment publics. Moi, je crois beaucoup au mécénat. Le mécénat est, pour moi, alors c'est pas tout à fait encore la culture française, mais je pense qu'on y vient, ça donne du sens et ça permet de remplir des missions d'intérêt général. Et on a, tu l'as dit tout à l'heure, un fonds de dotation, qui est le fonds handicap et société, et il a cet objectif justement d'accompagner les projets dans tous les domaines, et ça nous permet justement d'engager au fond de mettre de permettre à un projet innovant de lui donner en quelque sorte la possibilité de dupliquer les bonnes pratiques sur le territoire. Donc il a besoin parfois, un projet a besoin d'impulsion. Alors il y a des projets qui ont besoin d'être soutenus ponctuellement, et puis il y a des projets qui ont besoin d'être soutenus dans la durée. Un projet sportif, notamment, il a besoin, évidemment, s'il veut réussir, d'être soutenu par la durée. La mutuelle va pas seule soutenir Dimitri. Dimitri a d'autres partenaires en fonction des partenaires techniques, des équipementiers, etc. Donc heureusement, parce qu'une mutuelle peut pas seule, évidemment, accompagner un projet sportif. Mais si nous voulons que ce projet réussisse, il faut évidemment l'accompagner dans la durée.
Et moi, je crois beaucoup aux projets qui sont accompagnés dans la durée, parce que on peut pas soutenir ponctuellement un projet et puis au bout de 1, 2 ans, 3 ans dire tu te débrouilles seul. Non, il faut l'accompagner dans la durée. Il faut aussi peut-être l'enrichir. On appartient tous à un écosystème. Il faut permettre peut-être à d'autres partenaires de nous rejoindre et de l'enrichir. Mais moi, je crois beaucoup au partenariat. Je crois beaucoup au mécénat. Et la valeur du projet en soi et le fait qu'il soit aussi accompagné par d'autres structures. C'est des éléments qui peuvent pousser un partenaire à s'engager. Tout à fait. Et puis le mécénat, c'est un soutien sans retour en quelque sorte. Le mécénat, c'est ce que disait tout à l'heure Dimitri, c'est ce qui donne le plus de sens. C'est apporter un soutien sans attendre un retour. Eh bien, parce que le retour, on l'a naturellement, c'est le sens. Marie, donc peut-être tu mobilises toi-même des partenaires qui s'engagent sur le long cours avec la structure Moi, j'ai aussi en tête ce que tu disais tout à l'heure sur on ne peut pas être bon partout. Donc à un moment donné, est-ce qu'on va chercher de la ressource externe? Tu parlais, Dimitri, d'aller chercher des préparateurs mentaux. Est-ce que ça rejoint les pratiques que tu peux connaître de ton côté? Oui, parce que pour revenir à ce que je disais, Dimitri est ergo, nous aussi, on est des MacGyver un peu institutionnels, où on doit chercher des solutions, on doit se regrouper, créer des collectifs. Moi, je crois en la force du collectif, donc quel qu'il soit, les collectifs associatifs, les fédérations, les associations de directeurs. Je crois aussi aux directions bicéphales. Nous, on a un bureau collégial, tout ce qui peut être non pas descendant, mais voilà, c'est tout ce qui est démarche participative, tout ça, ça va dans le bon sens et ça doit être valorisé. Ce que je voulais dire aussi, c'est que quand je parle de MacGyver un peu institutionnel, c'est que on est constamment en train de rechercher des financements. Ça nous prend un temps de dingue. Et juste pour une anecdote, il y avait la conférence des financeurs la semaine dernière. Fallait renvoyer ses dossiers. Et puis j'ai un collègue directeur qui voulait faire de la chorale. Donc c'est génial, avec les personnes qu'on accompagne, les salariés, enfin bref, il avait un super projet, sauf que c'était pas passé l'année dernière quand il a demandé une chorale. Mais après, il a demandé de la médiation par le chant. Et là, c'est passé. Donc, c'est génial. Enfin, c'est comme le mot thérapeutique qu'on emploie à toutes les sauces. Et dès que tu le mets, ça passe. Voilà, stratégie de contournement. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'était que valoriser ce qu'on fait, la communication, c'est pas un gros mot non plus. Il faut qu'on apprenne peut-être mieux à valoriser nos actions. Nous, c'est vrai qu'on a mis du temps, mais à avoir un chargé de communication, maintenant, on s'y est mis une gazette interne que les salariés se sont vraiment approprié. La présence sur les réseaux, c'est des choses qui sont nouvelles, en tout cas pour le secteur associatif de l'aide à domicile, où pour nous c'était toujours pas un gros mot, mais presque quoi. C'est un peu comme les évaluations pour les psychologues. On a eu du mal, pour les cliniciens tout du moins, à s'y mettre, mais c'est important parce qu'il faut savoir nous aussi valoriser ce qu'on fait. Et je voulais juste, pendant que j'ai la parole, prendre 2 secondes pour parler de cette échelle de Maslar dont on parlait hier avec l'un d'entre vous, que vous connaissez peut-être. Oui, que je vais quand même réexpliquer en 2 mots. C'est l'échelle d'évaluation qui permet d'être sensibilisé au risque de burn-out. Bon. Burn-out qui est souvent confondu avec l'épuisement professionnel, parce que je parlais du sens dans nos pratiques. Ce n'est pas que de l'épuisement professionnel, ça serait trop simple, il suffirait de se reposer, mais il y a 3 composantes quand même qui est recherchée dans cette échelle d'évaluation. Il y a aussi la dépersonnalisation, le fait que vraiment on va au travail en mode robot, ou quand on dit objet de soin, etc. Il y a plus de sens humain dans ce qu'on fait. On a perdu le côté humain, et il y a l'estime de soi quand on la perd, parce qu'on n'est plus content de ce qu'on fait. Il y a plus sens au travail qui fait que, elles le disent beaucoup les aides à domicile. On est mal payé, mais au moins on rentre chez nous en se disant que on
on a accompagné des personnes, ça a été important ce qu'on a fait. Enfin bon, voilà, c'est pas pour rien qu'elles sont là, avec les conditions de travail qu'elles ont, avec les amplitudes qu'elles ont, avec le salaire. Où on dit quand même souvent, parce qu'il faut quand même le dire, que même si c'est une condition qui ne sera pas suffisante, ça sera la première des choses quand même qui sera nécessaire. Enfin, sans revalorisation salariale, tout ce qu'on fait en termes d'attractivité des métiers et compagnie, on pourra tout penser, mais la première des valorisations, ça passera quand même, et des considérations du coup de ce secteur-là, ça passera par une revalorisation salariale. Et après, on parlera vernis, qui est nécessaire. Tout ce qui est QVT, moi, je suis à fond dedans. Mais on ne commence pas par la QVT. On commence par une vraie reconnaissance. Dimitri, sur la recherche d'expertise, il y a des fans, mais vous pouvez applaudir Marie, effectivement. Dimitri, sur le fait de s'adjoindre des expertises extérieures, combien ça joue dans votre exercice? Vous parlez du nutritionniste, du préparateur mental, combien est-ce que c'est un élément absolument indispensable pour arriver à faire ce que vous faites, ou c'est un plus qui voilà. C'est plus qu'un plus aujourd'hui, là où ça pouvait l'être avant, aujourd'hui c'est nécessaire. Pour vous donner une idée, avant Tokyo, j'avais 0 accompagnement, je me débrouillais un petit peu comme je pouvais, je bossais en station-service parce que j'étais étudiant ergo et j'avais pas encore de salaire. Enfin, je faisais au bout de chandelle, un peu comme dans beaucoup de secteurs. Vous étiez votre préparateur mental? J'étais mon préparateur mental et je pensais même que je voulais pas payer une personne 50 balles pour qu'elle me dise que je suis meilleur du monde, alors que j'étais capable de m'en convaincre tout seul. Alors que, rassurez-vous, c'est pas du tout ça la prépa mentale, et je l'ai appris à mes dépens. C'est aussi important du coup pour bien s'entourer de casser ses représentations, parce que des fois on peut imaginer que tel service c'est comme ça, ou justement que la direction c'est la direction, oulala, grand méchant, etc. Alors qu'en fait on travaille dans le même sens, faut bosser dans le même sens, faut revaloriser aussi. On parle beaucoup d'argent, mais vous savez, l'humain c'est gratuit. Un bonjour, un félicitation, un bravo, une discussion autour d'une tasse de café haute, tout ça c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de millions d'euros, et je pense que c'est ce qui permet aux gens de rester aussi, de valoriser leur travail, de rentrer chez eux, de se dire aujourd'hui j'ai fait quelque chose de formidable. Moi ce que j'adorais quand je faisais mes stages et que j'étais au contact de patients, aujourd'hui je le suis pas puisque je suis au Tech Lab de Tourcoing, j'ai une mission très spécifique, mais c'était de rentrer de stage et qu'il y ait un gamin qui me dise merci, parce que aujourd'hui je peux refaire mes lacets tout seul et je vais plus me taper la honte dans le vestiaire de foot, quoi, par exemple. Pour moi, ça vaut une revalorisation de salaire. Je suis heureux de faire ça. Je me dis que ça a du sens, ça sert à quelqu'un, ça sert à quelque chose. Et puis derrière, tu en discutes avec ta tutrice, et ta tutrice, elle te félicite, etc. Tout ça, c'est gratuit. Hein. Et pourtant, quand vous êtes étudiant dans le paramédical, vous n'êtes pas payé pour vos stages. Hein. Donc c'est important en fait de parler de ça, et effectivement dans le côté performance aujourd'hui c'est primordial. À Tokyo je fais 11, mon record c'est 11,30 à l'époque, aujourd'hui je cours en 10,99. À Tokyo je fais 4e avec 11,50. Là à Paris je fais 5e avec 11,13. Donc ça veut dire que et il y a un monde entre 11,50 et 11,13, il y a 4 mètres, et sur 100 mètres c'est énorme. Et donc c'est important de pouvoir s'entourer des professionnels et de se dire qu'à un moment donné, si je veux aller gagner ce centième de seconde qui va me faire gagner, ou ce dixième à la fin qui va faire que je vais être champion paralympique et pas 5e, et il faut que je continue de m'entourer de professionnels qui savent mieux que moi ce que je dois mettre dans mon assiette et à quel moment. À un moment donné c'est logique, je vais pas emmener ma voiture à réparer à un boulanger, à un moment donné si je veux être bon physiquement, ne pas me blesser, il faut que j'aille voir un prépa physique. Si je veux tenir le choc mentalement, il faut que j'aille voir une préparatrice mentale. Et mon coach, il est très bon dans ce qu'il fait, il est très bon dans la technique de sprint, mais il n'est pas préparateur physique. Donc il a des bases, et donc il se rejoint en ça avec le préparateur physique. Et plutôt que d'aller voir mon préparateur physique dans mon coin, j'ai mis les deux en commun. Je leur ai dit, Nico, là je vais aller voir un prépa physique, c'est pas que je t'aime pas, mais c'est que j'ai envie de progresser, t'as envie qu'on progresse, parce qu'à la fin, ce projet où je cours tout seul sur la piste, où vous m'avez vu 11 secondes 13 pendant cet été, c'est tout un tas de personnes, ils étaient dans les tribunes, c'était ma famille, c'était mes partenaires, c'était ma nutritionniste était là, mon kiné était là. En fait, c'est tous des gens qui travaillent main dans la main, mais qui se voient pas forcément tous les jours. Et c'est important aussi, quand on est la pierre angulaire de tout ce secteur-là, de créer du lien entre ces gens, de savoir aussi prendre sur soi, de pouvoir communiquer entre eux. C'est hyper important pour le côté performance et pour le côté humain, pour le côté quête de sens. Encore une fois, comme j'insiste dessus, mais l'humain c'est gratos. Hein. C'est des fois. Et c'est ce que vous disiez, c'est aussi ce qui vous donne pour une part motivation, si j'ai bien compris, quand vous dites oui, je suis seul dans les starting blocks.
mais en même temps, je sais que je le fais parce que on est toute une équipe en fait à porter le projet, quoi. Exemple concret, Stade de France, 19h35, j'ai couru ma course. Le stade est plein. J'ai perdu. Je passe la ligne et je sais que j'ai pas ma médaille autour du cou. Donc là, il y a 7 ans de travail qui. Vous voyez l'évaluation de l'objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a été très vite faite. Et pour autant, je suis dans un stade plein. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de célébrer ça avec les gens. Donc je sais pas, peut-être que vous avez vu la photo sur les réseaux où je fais un cœur avec les mains, parce qu'en fait je suis submergé de ce truc, de me dire mais en fait moi Dimitri en tant qu'athlète, je suis blessé dans mon ego d'athlète parce que j'ai pas eu ma médaille. Pour autant, j'ai apporté des choses tout autour de moi, dans les tribunes. Je peux témoigner que toute la mutuelle intégrance était derrière vous. Ah oui, quel que soit le résultat. Et en fait, en me baladant dans Paris les jours d'après, les gens venaient me féliciter pour cette 5e place. Et vous savez, là où à Tokyo, ça m'appartenait qu'à moi, parce qu'il y avait personne à suivre les Jeux de Tokyo, c'était le Covid, c'était loin, il fallait se lever le matin, etc. pour regarder. Là, Paris, en fait, ça vous appartient aussi. Vous étiez peut-être volontaire. Vous étiez peut-être dans l'organisation, vous étiez peut-être supporter, vous étiez peut-être dans la famille d'un athlète. Et donc on a tous un souvenir en commun avec Paris. Et en fait, ce souvenir commun, moi, me réconforte. Ça me fait du bien. Et ça me permet de me dire, c'est bon, Paris, c'était l'objectif de ma vie. Ça fait 7 ans que je prépare. J'ai 27 ans aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un quart de ma vie que j'ai passé à préparer une course de 11 secondes que j'ai perdue. Donc, soit je me mets dans mon lit en boule et je pleure et je pars en déprime. Soit je me dis, bon, je pleure mon coup là, et puis après je me dis, bon, allez, c'est bon, il y a d'autres choses à fêter, tu le fais aussi pour d'autres raisons. Et puis surtout, il y a Los Angeles, et je compte bien aller à Los Angeles récupérer aux Américains ce qu'ils m'ont pris à Paris, tout simplement. Eh ben, on vous souhaite effectivement d'aller récupérer à Los Angeles. Merci. Et je pense que vous aurez encore du monde derrière vous. J'espère. Si vous n'êtes pas dans les tribunes, je vous en voudrais pas. Los Angeles, c'est loin et c'est cher. Depuis la télé, ça devrait le faire. Absolument. Marie, peut-être ce sera le mot de la fin sur l'importance du collectif. Est-ce que c'est aussi un élément de ressource? Tu évoquais la DEPA. Est-ce que ça peut aider aussi à dépasser des difficultés à un moment donné, d'appartenir à un mouvement collectif, à une association, et de se dire qu'on travaille à quelque chose, d'un objectif commun qui est l'amélioration de l'accompagnement des personnes âgées, même si au quotidien on peut avoir le sentiment des fois que ça patine, qu'on n'y arrive pas complètement, etc. Oui, tout partenariat enrichit, ça c'est sûr, quel qu'il soit, que ce soit du coup des ressources externes ou internes. Ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que la valorisation du temps relationnel, c'est aussi quelque chose dans notre secteur qui compte énormément, enfin que ce soit dans les établissements ou dans les services, parce que finalement, oui, je suis formatrice par ailleurs, et quand j'arrive dans des équipes complètement à plat, qui se demandent pourquoi elles sont là, parfois en formation, en se disant mais on va encore pendant 2 jours voir des trucs qu'on pourra jamais appliquer, si c'est pour que ça soit démotivant. Donc là, l'objectif, c'est de leur dire bon, ok, vous êtes mal payés, vous n'êtes pas assez nombreuses, vous n'avez pas tous les moyens pour bosser, voilà. Mais il va rester l'entraide, l'humour, le sens du travail en équipe. Enfin, finalement, c'est ce qui nous tient, et c'est ce qui fait qu'on est encore là, parce qu'on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait en géronto, qu'est-ce qu'on fait à domicile. Enfin, puis alors, si en plus t'es dans l'associatif, mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu es là et que tu n'as pas sauté le pas pour faire autre chose? Et cette recherche de sens, alors bien sûr on a besoin de ces ressources, comme tu dis, externes, internes, et puis ne pas oublier, enfin bon, on me l'a toujours dit, qu'on est comme sur un vélo, quoi, soit on avance, soit on tombe, et faut pas partir dans tous les sens, parce que ce sont quand même les projets, nous, en termes, pour les directeurs, c'est ça qui va nous tenir aussi. C'est ce qui est gratifiant finalement dans notre boulot et qu'on recherche, c'est d'être dans une dynamique de projet qui doit être, ces projets doivent être cohérents, mais proposer au fur et à mesure une palette de dispositifs. Mais ça veut dire prendre du temps aussi pour répondre à des appels à projets. Ça veut dire aussi se former aux évaluations, enfin des choses qu'on fait pas tous, mais qui me semblent hyper importantes, pour rechercher des financements complémentaires et pour optimiser aussi les coûts de fonctionnement, les fonctions support, etc. Et puis pour rendre un service qui va être cohérent, parce qu'on va pouvoir proposer toute une palette d'offres, de dispositifs qui a du sens. Toujours ce mot de sens qu'on va rechercher chez les équipes, qu'on va rechercher
pour des postes, j'en parlais avec une personne sur un stand qui était responsable de secteur et qui me disait oh là là, mais ça c'est vraiment le poste le moins enviable parce que tu te fais la position sandwich engueulée de tous les côtés, quoi. Je sais pas quelle position est enviable, mais chacun doit se dire mais finalement bon, quand j'ai fini ma journée, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, bon, qui me rende encore cette gratification de mon travail me permet de m'accomplir. Enfin, je reviens sur le Maslar parce que c'est du Maslar inversé qu'il faut qu'on fasse, quoi, finalement. Hein. Il faut, bien sûr, qu'on ne s'épuise pas. Donc, je vous parlais de direction bicéphale, parce que je pense que maintenant, un directeur ne peut pas tout porter tout seul. Enfin, autrement, on s'effondre. Hein. Enfin, et puis, bon, chercher quand même, sur ce point de l'épuisement professionnel, à améliorer, bien sûr, les conditions de travail aussi des salariés, l'amplitude, etc. Mais pour ce qui est aussi de ce que je disais là, de l'accomplissement personnel, de la dépersonnalisation, il y a beaucoup de choses à faire, et notamment sur ce fameux temps relationnel. Le sens du travail passe aussi par ce soin relationnel qu'on recherche tous et qui fait qu'on sait qu'on est à notre place quand on travaille dans ce secteur. Merci à tous deux. Peut-être que les témoignages de Marie, de Dimitri font écho. Peut-être que vous avez vous voulez profiter du moment là pour échanger un petit peu. Si vous avez des questions, je vous propose de les poser maintenant. Et s'il n'y en a pas, je vous propose qu'on continue les échanges avant que Dimitri ne parte en courant pour Los Angeles autour d'un moment de célébration ensemble, parce que c'est important. Ah, avant le moment de célébration, on a peut-être une question. Ou une remarque. Juste une remarque, un ressenti à écouter Dimitri, parce qu'il n'enlève rien au mérite de Marie. Hein, on est d'accord, mais bon, quand même, j'aimerais dire que pour les sportifs, très honnêtement, je les côtoie très peu. Et je vois, quand je vois, il y a des Français qui gagnent, il y a des Français qui perdent, etc. Il y a des sportifs, on voit que Dimitri est un sportif exceptionnel. Voilà. Mais surtout, ce qui me paraît être le plus essentiel dans tout ce que vous avez dit, c'est que derrière un sportif exceptionnel, il y a aussi un être humain exceptionnel. Exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous. Merci beaucoup. Merci d'en parler. C'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'autres métiers au monde où vous allez être jugé sur votre performance que le sport de haut niveau. Et c'est ultra violent, parce que quand on vous met sur un piédestal, parce que vous êtes censé gagner une médaille, que vous faites partie des meilleurs du monde, etc., et que vous ne le faites pas, vous allez aussi vite à vous faire dézinguer. Pour autant, moi, dans ma vie quotidienne, je suis ergothérapeute, je suis Dimitri, je suis le copain de ma copine, je suis le frère de mon jumeau, voilà. Enfin, je suis fils de mes parents, et donc tout ça, ça a un impact aussi sur mon entourage. Faut pas oublier que nos collègues, quand ils dépointent, quand ils rentrent chez eux, c'est des gens comme vous et moi, en fait. On a peut rencontrer les mêmes problèmes dans la vie, etc. Et c'est pour ça que c'est important que chacun puisse se rendre compte de la pierre qu'il apporte à l'édifice et de se dire qu'on le fait dans un cadre commun. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas là pour aller danser la farandole sur la place du village, mais quand on s'investit dans des métiers comme celui-ci, en plus qui ont du sens de base, c'est un métier qui a du sens. Pour moi, on ne tombe pas dans le médical ou paramédical par hasard. Tu vas pas chez Pôle emploi en disant tiens, demain je serai bien soignante, parce que tu vas t'occuper de gens, tu as quand même des responsabilités qui sont énormes, quoi. Donc c'est important de bien se rappeler de l'humain qu'il y a derrière. C'est pour ça que ces temps d'échange ils sont aussi importants, parce que finalement, si Catherine elle a du mal en ce moment au boulot, c'est peut-être que dans sa vie privée c'est compliqué, peut-être qu'elle est aidante familiale, peut-être que son enfant, son mari, qu'importe, a des soucis, et que c'est important de le prendre en compte. On parle beaucoup de moyens financiers tout le temps, l'argent, mais si on prend ça en compte aussi, c'est de se dire peut-être que si Catherine elle vient bosser le jeudi à la place du mercredi, c'est peut-être plus facile pour elle, parce qu'en fait le mercredi son gamin il est en séance d'ergo et on le savait pas, et elle l'accompagne, et du coup elle court au boulot, c'est pas facile, elle arrive ici, elle est moins performante, elle est pas en tout cas au chevet de son enfant, et du coup les deux personnes sont lésées, aussi bien l'entreprise que la personne. Donc c'est des fois juste des leviers organisationnels aussi permettent de favoriser ce levier humain, sans parler d'argent. Donc c'est important de remettre l'humain au centre. Merci, parce que je ne suis pas qu'athlète, ça c'est une de mes casquettes, mais elles durent 11 secondes tous les 4 ans. En tout cas elle est mise en avant 11 secondes tous les 4 ans. Sinon le reste du temps, si vous me croisez dans la rue, je suis ergothérapeute, je suis Dimitri, et on échange de ce que vous voulez, quoi. Je vous propose de continuer de... Je suis désolé, mais il y a quand même quelque chose que j'ai envie de dire. Je vais me permettre de prolonger un petit peu, mais je vais vous interroger là-dessus, parce que du coup j'ai une image en tête où je me dis, à vous écouter, je vous vois sur la ligne de départ
tout seul, face à vous-même et à votre destin qui se situe à peu près derrière. Et des Américains qui font 2 fois ma taille en largeur et en hauteur. Qui tapent tout l'oxygène à côté. Et en même temps, j'ai l'impression, une fois que je vous écoute, je dis ouais, mais en fait, il est tout seul, il n'est pas tout seul. Oui. Il a tout le monde avec lui. C'est ça. Il est seul à courir, mais il court avec tout le monde. En fait, je représente. Merci beaucoup. Oui, en fait, je représente le projet de plein de gens qui sont mis derrière moi. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un d'égoïste par nature. En tout cas, j'espère ne pas l'être dans ma vie quotidienne. Pour autant, je fais l'activité sportive, je pense, une des activités sportives la plus égoïste au monde. Ça dure 11 secondes tous les 4 ans, et pour ça je demande à toute ma famille de se ranger derrière moi, à des partenaires de se ranger derrière moi, et je leur dis ça va bien se passer, venez nous voir au stade. Alors j'ai aucune idée de savoir si ça va bien se passer. Enfin, vous savez, il y a énormément de responsabilités aussi sur mes épaules à ce moment-là, et je suis pas tout seul, et c'est ce qui m'aide aussi à aller me présenter face à ces Américains et à cette ligne droite, de dire allez, vas-y, fais-le, de supporter le poids du maillot aussi, parce que vous représentez un pays, et en fait à ce moment-là, des fois vous avez tous et toutes des postes à responsabilité. On peut avoir le syndrome de l'imposteur, de se dire mais qu'est-ce que je fous là? Vous arrivez dans un chaudron, 70 000 personnes qui hurlent votre nom. Moi d'habitude, la seule personne qui hurle mon nom, c'est mon coach à entraînement. C'est tout. Pas 70 000 personnes. Et donc vous pouvez pas être prêt à ça. Et en fait, quand vous le faites avec des gens derrière vous, c'est aussi plus simple. Quand je vais à l'entraînement les dimanches matins pour vomir, je le fais pas que pour moi. Et la dernière répétition de l'entraînement, où parfois je pourrais me dire allez, je la zappe et je rentre, je me mets en week-end, je la fais parce que je suis aussi devant vous là, je me tiens devant vous en disant je vais tout faire pour gagner. Et le fait de vous le dire, ça le concrétise aussi, et ça me donne envie d'y aller surtout. Et effectivement que je le fais pas tout seul, parce que pour être là dans le stade là, avec les Golgoth à côté de vous là qui veulent vous manger tout autant que vous avez envie de les manger, faut penser au soutien familial, etc. Effectivement, au Stade de France, le jour-là, il y avait 70 000 personnes, et sur les 70 000, je pense qu'on avait bien 1 000 ou 2 000 qui étaient là vraiment pour moi. Le club avait fait venir un bus. Moi, je suis un gamin de la Lorraine, hein. Je suis lorrain. Mon papa est ouvrier, ma mère, elle est assistante maternelle. J'étais pas prédestiné à me retrouver seul au Stade de France devant 70 000 personnes pour représenter mon pays. Et pour autant, ce qui m'a fait tenir le choc, c'est aussi la confiance que j'ai au travail que j'ai fait avec toutes ces personnes, tous ceux qui m'accompagnent. Ayez confiance aux compétences que vous avez, en fait. Ayez confiance au rôle qu'on vous donne. Si vous êtes là, on ne vous l'a pas donné, vous avez des compétences à valoriser, et je pense des compétences humaines, encore plus quand on est dans l'associatif et qu'on porte des valeurs militantes. Donc mettez-les en avant, n'ayez pas peur de les mettre en avant, de vous appuyer sur vos collègues, etc. Et parce que même si vous êtes à un poste de direction, à la fin, comme je vous l'ai dit, vous dépointez le soir, vous rentrez chez vous, vous êtes une personne comme n'importe quelle aide-soignante, par exemple. Donc c'est important de se dire, tant qu'à faire, autant faire les choses bien et le faire dans le même sens, quoi. Voilà. Si le président de la DEPA n'a pas d'autres interventions, je vous propose que collectivement, effectivement, nous continuions à profiter de vos expériences à l'un et l'autre. Merci encore Dimitri. Avec plaisir. Merci Marie. Merci Stéphane également de vos interventions et de vos retours. Et de profiter collectivement, effectivement, du Dimitri, ergothérapeute, et pas uniquement champion sur le 100 mètres, en partageant un pot ensemble. Sur le stand de la DEPA, c'est le E20 pour ceux qui n'avaient pas encore le numéro. À tout de suite. Merci encore, bravo. Félicitations.